Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous filons au cinéma tous deux. Bonjour Maxime. Bonjour Anne. Et nous avons vu deux bons films en tout cas. Au moins deux bons films. Oui. Voilà, le premier, j'ai envie de tirer parce que je suis pleine de bonheur. C'est Bienvenue en Sicile. C'est un film italien qui a déjà 2 ans, 2016, qui a été tourné par un réalisateur que je ne connaissais pas, Pier Francesco Di Liberto. Ce film est dédié à Ettore Scola, donc il a quand même de sacrées références. Ce réalisateur a travaillé avec Zeffirelli, Giordana, et c'est le 3e livre sur la mafia. Qui est le 3e film. Vous avez eu la chance d'être bien traité par Sage qui vous l'a envoyé en avant-première. Ah bah, j'ai provoqué cette chance. Vous savez, les chances, il faut toujours les provoquer. Mais c'est un film dont on dit qu'il est excellent et qui est donc évidemment distribué dans seulement 15 salles en France. 15 salles en France. Bah oui. Et donc c'est très important d'en parler. Alors, l'histoire est étonnante. C'est l'histoire grâce à deux héros, Arturo et un autre, qui vont participer au débarquement américain en Sicile pour, vous le savez, apporter la démocratie à l'Italie. Tout à fait. Et l'un veut remercier sa patrie de l'avoir accueilli, et l'autre a un mobile beaucoup plus simple. Il doit aller demander la main de la femme qu'il aime en Sicile, parce que cette fille, sinon, va épouser le fils du bras droit de Lucky Luciano, qui est un grand gangster à New York dans ces années 40. Et il va y avoir un accord entre l'armée américaine et Lucky Luciano pour que tous les noms de la mafia et tous ceux qui seraient favorables à ce débarquement soient listés et que l'armée américaine puisse les contacter. Et que va faire l'armée américaine? Elle ouvre les prisons où les mussoliniens ou Mussolini avaient mis tous les mafieux. En clair, l'armée américaine s'appuie sur les opposants au régime, c'est-à-dire la mafia américano-italienne, pour renverser le pouvoir, quitte à ce qu'évidemment les grandes promesses de démocratie qui sont invoquées exactement. Soient rapidement rangées aux oubliettes, puisqu'évidemment ces mafieux demandent ensuite qu'on leur rende la monnaie de leurs pièces et au centuple. Exactement. Alors, il faut vraiment dire que ce film... Et donc, en fait, le film nous replonge aux jeunesses de la naissance de la renaissance de la mafia. La renaissance, absolument. Alors, c'est à la fois tragique et comique, ce qui est tout à fait... rare au cinéma. Oui, c'est très italien. Hein, c'est très italien. Mais il y a des scènes à hurler de rire. Alors évidemment, il faut être un peu politique pour comprendre, pour aimer ces scènes. Hein, mais moi qui le suis un peu, j'avoue que le mafieux qui dit « la démocratie, c'est nous », c'est quand même un grand moment. C'est un grand moment. Il y a des scènes très belles et très tristes parce que la Sicile est dans une pauvreté. Ils ont faim, ils ont terriblement faim. Il y a des scènes esthétiques très belles, je pense, bon, n'importe quelle place de Sicile est absolument magnifique, de quelque angle qu'on le prenne, mais il y a une scène très belle où l'on voit la jeune femme, il y a une jeune femme veuve ou qui attend son mari qui est prisonnier,
et son petit garçon dans un encadrement de porte. C'est vraiment c'est un pur tableau. Le type sait manier la caméra. Et puis il y a ces scènes, il y a un couple il y a un aveugle qui est soutenu par un boiteux. Ils se mettent sur la plage et ils vont voir arriver les armées américaines qui vont noircir l'horizon. Et évidemment, ça rappelle le jour le plus long, l'arrivée des bateaux. Et là, ce ne sont pas les ondes, ce ne sont pas les sondeurs qui annoncent, mais c'est cet aveugle qui s'appuie sur un boiteux qui entend. Qui lui voit. Ouais. Donc on est dans la comédie italienne, et c'est quand même assez inouï. Donc il faut se dépêcher d'aller le voir, puisqu'évidemment ça passe seulement dans 15 salles et que ça ne restera pas très longtemps. Voilà, exactement. Et alors je voulais vous trouver justement les salles qui sont dites, qui sont données. On le mettra sinon sur le site internet. On va le mettre sur le site internet, exactement. Et à Paris, eh bien, il est au Saint-André-des-Arts, par exemple. Donc il faut se précipiter pour y aller. C'est donc les Productions Sages qui diffusent ce film. Et pour en savoir plus, le Salon Beige va publier une chronique de Bruno de Séguin-Pazzi, qui était notre invité mercredi dernier, avec une très belle chronique avec laquelle je suis en plein accord. Voilà. Cette heureuse surprise. Bienvenue écoutez, en Sicile. Absolument ravi. Et vous et moi j'aime beaucoup la Sicile et je pense que ce film me plaira beaucoup. Donc j'irai le voir parmi les premiers. Moi j'ai vu un bon film. Oui. Qui ne nous plonge pas en Italie mais en Espagne. Nous restons méditerranéens, qui est Everybody Knows. Donc un titre espagnol, oui. Bien entendu. Tout le monde le sait, tout le monde est au courant, pourrait-on dire. Donc qui est un film avec Javier Bardem et Penélope Cruz. Un des deux films à l'affiche en ce moment en France avec Javier Bardem et Penélope Cruz, qui, vous le savez, sont ensemble dans la vraie vie. Oui. Et donc, quelle est l'histoire de ce film? C'est en fait, à l'occasion d'un mariage familial, reviennent dans le village perdu au fin fond de l'Espagne, une des filles de la famille qui avait épousé également un Espagnol, mais parti en Argentine. On devine que leur situation financière est quand même commode. Et ils arrivent dans leur famille, le mariage a lieu. Cette dame est arrivée seulement avec ses 2 enfants, son mari étant resté en Argentine, et pendant la nuit du mariage, sa fille disparaît. On la cherche, s'est-elle enfuie? S'est-elle enfuie avec le charmant jeune garçon qui la conduisait sur son scooter? Non, on reçoit ensuite un SMS disant « Si tu veux revoir la fille, il faudra payer 300 000 €. Et ensuite, donc on cherche évidemment qui a bien pu faire ça et surtout comment payer, puisqu'on comprend progressivement qu'en fait, même si elle a l'air riche, son mari a restauré l'église du village, en fait, son mari a perdu son travail, il n'a plus de situation, ils n'ont plus d'argent. Et là, elle est replongée dans le substrat dans lequel elle a grandi et on la voit se rapprocher de Javier Bardem, qui n'est donc pas son mari, mais son ancien petit ami, qui lui-même est exploitant viticole et le rapprochement va avoir lieu, des secrets de famille seront révélés que je ne dévoile évidemment pas. Et c'est un assez bon film pour plusieurs raisons. D'abord parce que le plateau, les acteurs sont tout à fait bons, et en particulier les acteurs principaux. On est pris au trip avec cette mère, avec ce père de famille dont on sent toute la souffrance, la misère, de se dire que sa petite malade a été enlevé pendant un mariage, enlevé contre une rançon qu'il ne peut pas payer, enlevé parce qu'on a pensé qu'il était riche, et puis enlevé, on va le comprendre, avec la complicité de quelqu'un de la famille. Et c'est là que se joue tout le drame, c'est qu'en fait... On est abreuvé en Artois non, mais on pourrait s'attendre à une simple enlèvement, etc. Non, en fait, derrière, il y a une histoire de famille dont on devine que les non-dits on ne dit pas. Ont tramé des jalousies, des rancœurs pendant peut-être des décennies. Et petit à petit, là où le film joue bien les choses, si vous voulez, c'est qu'on arrive, on a cette espèce de vision formidable. Le village, la place magnifique, elle se souvient de ses souvenirs d'enfance, tout va bien. Pendant les premières 20 minutes, on se demande un peu, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que c'est que ce film? On a l'impression que c'est La Vita è Bella, de ce grand film italien d'il y a une dizaine d'années avec Bellini. Et puis, le drame se met en place progressivement, mais on n'est pas non plus dans une affaire policière, la police n'intervient jamais, on est dans une affaire qui reste familiale et la famille se révèle, les tempéraments se révèlent.
Les parents se révèlent, les amis se révèlent, les cousins se révèlent, les parents se révèlent. Et notamment, on voit qu'en fait, il s'agit d'une famille qui a été fortunée, en tout cas qui avait du bien, peut-être de l'aristocratie locale, qui progressivement, parce que le père joue, a tout vendu. Et on comprend que la racine des jalousies locales est là, que lui prend les gens de haut, que les gens qui ont racheté ses biens... Racontez pas trop, Maxime. Et on est pris? Et on est pris évidemment. On se demande si la petite va être retrouvée. Alors, il y a des choses, évidemment, qui font réagir. On se dit, mais comment peut-on prendre un enfant pour seulement 300 000 €? Enfin, c'est presque pathétique, surtout quand on est plusieurs. Bon, comment peut-on trahir sa propre famille de cette façon-là? Comment les jalousies, mais la littérature en est truffée d'exemples, comment la jalousie peut-elle conduire au sein d'une propre famille à de telles extrémités? Et la jalousie peut tout, Maxime. Absolument. Non, mais ça, c'est vraiment bien fait. Et surtout, le film... D'abord, nous plonge dans des paysages magnifiques, avec des très belles lumières, on est presque en Italie. Enfin, c'est vraiment la belle Espagne comme on l'aime, hein. C'est pas l'Espagne, j'ai pas une grande amour pour l'Espagne, mais là, on est dans une espèce d'Espagne aux images d'Épinal vraiment superbe. C'est bien joué, c'est peut-être un tout petit peu long, mais les choses se mettent en place de façon très progressive, par petites touches. Vous voyez, il y a un petit côté 8 femmes, c'est-à-dire que progressivement, on comprend, en écoutant A, puis B, puis C, la trame des secrets qui sont en train de se mettre en place. Et puis évidemment, c'est une histoire d'amour. Et donc, c'est une histoire d'amour qui va triompher. Je ne révèle pas quel amour. Amour filial. Bon, mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand même. Très bien. Dans ce film, dont on révélera les secrets familiaux, une partie, mais c'est la trame qui le veut et qui nous conduit dans ces moments heureux et parfois tragiques, balayés par le film. Donc j'encourage vraiment nos téléspectateurs à aller le voir, parce que c'est un bon film, Everybody Knows. Le titre est en anglais et peu rebuté, mais en fait, c'est un film en espagnol. Voilà, donc, et l'autre titre, qui est aussi en anglais? Qui est aussi en anglais, alors qui n'est pas du tout un film de la même catégorie, hein, qui s'appelle Death Wish. Alors c'est le nouveau Bruce Willis. Et dans ce film, surprise, Bruce Willis va se venger. Parce que vous savez comment ça se passe dans la vie de Bruce Willis. Bruce Willis va chercher sa femme à l'aéroport, l'aéroport est pris en otage. Bruce Willis est invité au pot de départ de sa femme. Un terroriste essaye de mettre une bombe dans la chose. Bruce Willis part en vacances, c'est la révolution. Bref, il vaut mieux éviter de partir en vacances avec Bruce Willis. Je ne le fais jamais. Je ne vais même pas le voir au cinéma. Ça m'arrive assez peu. Bon, alors le scénario est un peu téléphoné, et là, attention, c'est plus original et plus subtil que d'habitude. Il ne joue pas le flic, il joue le médecin. Attention, hein, le grand chirurgien, etc. Et on est plongé dans un monde qui est le monde de Chicago aujourd'hui, avec la montée de l'insécurité, des meurtres, de la délinquance, etc. En permanence, le film nous donne des sons de radio ou de télé qui nous informent de ça. Donc, qui est une forme de dénonciation, en fait, hein, de la violence américaine, et c'est peut-être le bon côté du film. Et puis, là, Bruce Willis, donc, il a une femme qui est parfaite, une fille qui est parfaite, qui va bientôt à l'université, ils habitent une grande maison dans la banlieue chic, etc. Et là, erreur de débutant. Ils doivent aller dîner au restaurant, et sauf que lui est appelé à l'hôpital, il y va. Sa femme reste à la maison avec sa fille, et là, plouf, c'est le drame, tentative de cambriolage. Et évidemment, la femme et la fille se font tirer dessus. Bon, il y en a une qui meurt, je ne dis pas laquelle, une qui va se retrouver dans le coma. Tout ça pour voler 20 000 $ et 2 montres. Là encore, hein, on est quand même dans les cambriolages pathétiques. Ce que j'aime, c'est que vous trouvez tout ça pour ça, en fait. Donc, 4 pour si 20 000 vous passez à l'acte, ça ne sera pas pour 300 000 €, ni pour 20 000 $. Tuer 2 personnes et prendre tous ces risques pour 5 000 $ et une demi-montre, enfin, c'est quand même un peu pathétique. Bon. Et alors non, autant le cambrioleur qui veut dévaliser, comme dans cette série espagnole La Casa de Papel, ils veulent voler la Banque nationale et voler 1 milliard d'euros. Au moins, il y a une forme de mérite. Respect. Vous respectez. Non, mais il y a un côté romanesque. Oui, bon, d'accord. On n'est pas dans... Je me moque. Et donc, Bruce Willis, il est quand même un peu énervé, hein, surtout que la police ne fait pas grand-chose. Et il a une idée, que beaucoup jugeraient peu intelligente, qui est de se venger. Voilà. Et donc, Bruce Willis va se venger. Alors, il va commencer par se battre contre le crime, hein. Il met un sweatshirt, il achète une arme et il va tuer quelques criminels, et donc il devient un héros discret, personne ne sait que c'est lui, qu'on va appeler l'homme masqué, le vengeur masqué, etc., jusqu'au moment où il va retrouver évidemment la trace des criminels qui ont pris soin de sa famille, et donc il va se venger
de ces criminels. Donc il va y avoir le classique 2 ou 3 scènes successives où on se bat l'un contre l'autre, etc. Donc évidemment à la fin les gentils gagnent, hein, parce que sinon ce ne serait pas un film américain. Donc si on veut vraiment voir un film du genre le gentil héros qui bute tout le monde, on peut aller le voir. C'est dans le genre, c'est un exercice assez bien mené. Oui, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est un film qui est, disons, gentiment médiocre, mais qui dans sa catégorie tient la route. On en a pour son argent. Donc 2 bons films. À mon avis, 2 films à aller voir vraiment sans faute, qui sont Bienvenue en Sicile. Bienvenue en Sicile. Et Everybody Knows. Everybody Knows. Et le 3e, dont on peut se passer. Alors, moi, j'ai trouvé la liste des salles à Paris, mais aussi en province. Donc, le Saint-André-des-Arts, Élysée de Lincoln, les 7 Parnassiens, le Luminor à l'Hôtel de Ville, le Landowski à Boulogne, et après, nous partons en province. Brest, les studios, Dijon de Vosges, Forbach, le Paris, Grenoble, le Club Cinéma, Limoges, le Lido Cinéma, Marseille, les Variétés, Saint-Louis, la Coupole, Strasbourg, l'Odyssée, Remilly, les Lumières de la Ville et Porte-les-Valences, le Train Cinéma. Et ça puis, bien sûr, il était prévu beaucoup plus, mais je pense que compte tenu du sujet qui est extrêmement corrosif, cette alliance de la démocratie et de la mafia, c'est pas possible, vous comprenez, c'est trop. Ah, vous savez, il y a les gentils amis et les méchants amis. Donc, voilà, ça a été restreint. Mais de toutes les façons, précipitez-vous pour y aller le voir. Et puis, quand le film sera sorti des écrans, eh bien, vous pourrez toujours acheter le DVD et le voir en famille. Et le voir en famille. Et là, vous passerez, je peux vous le certifier, chers amis, une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir Maxime. Au revoir chers amis et à la semaine prochaine. Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique Je lis donc je suis, nous avons invité un avocat et un écrivain en la personne de Thierry Bouclier. Bonjour Thierry Bouclier. Vous, je ne sais pas comment vous trouvez le temps, mais bon, vous avez un métier assez prenant, vous avez une famille, et vous trouvez le moyen d'écrire aussi. Vous dormez peu la nuit ou quoi? Assez peu, mais j'écris en début de soirée ou à l'heure du déjeuner. À l'heure du déjeuner, bon. En semaine, j'imagine, parce que le week-end, vous avez quelques obligations de famille. Je ne vois pas vos enfants supporter que vous écriviez. Alors, vous êtes l'auteur d'une très belle biographie de Tixier-Vinancourt chez Rémi Perrin, un livre extrêmement amusant qui s'appelle « La République amnésique ». Redites un petit peu, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir en le lisant. Qu'est-ce que c'est que cette... Alors, c'est un livre que j'avais publié la première fois en 2008 et qui était réédité l'année dernière aux éditions Terra Mare et qui prend un certain nombre de thèmes, de sujets, comme le sujet de la famille, de l'immigration, de la sécurité, et qui montre comment ces sujets étaient traités par la classe politique de droite et de gauche sous la 3e République, au début de la 4e République, au début de la 5e République, et comment il y a eu une dérive. Et ça donne des choses étonnantes. Voilà. Donc voilà, j'ai ressorti un certain nombre de citations, de discours, de textes, de circulaires qui émanent, je dirais, des parangons de la République et qui aujourd'hui, eh bien, sont considérés comme étant particulièrement politiquement incorrects. Oui, c'est ce qui montre la dérive assez tragique de la dite République. Exactement, et qui montre qu'il n'y a pas, je dirais, de continuité, de permanence dans cette République et que le terme même de républicain n'a pas vraiment un sens qui serait, je dirais, intemporel, puisque le républicain de la 3e République ne se reconnaîtrait absolument pas dans ceux qui chantent aujourd'hui les louanges des valeurs républicaines. Mais alors c'est très grave, parce que ça veut dire que ces valeurs républicaines sont évolutives. Elles sont évolutives, c'est incontestable. Elles changent comme vous changez de cravate. Oui, peut-être moins régulièrement, et de manière plus doucement, de manière plus insidieuse, mais il est incontestable qu'elles évoluent avec le temps. Alors, vous avez aussi publié une biographie d'ADG, ce grand romancier, auteur de romans policiers dans la collection Qui suis-je de ces Pardès. Et là, vous revenez à vos amours premières, puisque vous avez commencé par écrire des romans. Exactement. Et vous écrivez ce livre qui s'appelle « Le dernier des occupants ». C'est édité par Oda Izarn. Chers auditeurs, c'est un petit livre de 127 pages
et que vous dévorerez parce qu'il a une présence et il a un charme tout à fait étonnant. Je dirais déjà le charme des romans parisiens de Robert Brasillach, auxquels vous rendez hommage. Et c'est pour ça que j'ai choisi l'église Saint-Germain-de-Charonne pour illustrer cette émission. Qui est ce dernier des occupants, Thierry Bouclier? Alors, ce livre est avant tout un roman policier, c'est un polar. Qui a été publié effectivement par les éditions Aude Izard, qui ont lancé une collection de romans policiers, de romans noirs dans la collection Le Lys Noir. Alors, en quelques mots, dans cette collection, il y a trois types de romans policiers. Il y a des romans policiers qui ont pu être publiés il y a de nombreuses années, qui sont réédités. C'est notamment le cas d'un polar d'Henri Béraud, qui a été réédité, L'énigme du lundi de Pâques. Il y a ensuite un héros qui a été créé, qui s'appelle Julien Ardent, qui est un espèce de justicier, et un certain nombre d'auteurs vont être appelés dans cette collection à faire vivre, selon leur sensibilité, selon ce qu'ils ressentent, ce héros, Julien Ardent, qui va un petit peu un redresseur de tort et qui va défendre la veuve et l'orphelin. Un petit peu un Arsène Lupin des temps modernes. Et il y a eu pour l'instant un ouvrage qui est sorti, qui a été écrit par Bruno Favry. Et puis il y a une troisième catégorie de romans noirs, qui sont, je dirais, des romans policiers libres, où là l'auteur n'est pas dans un cadre bien précis. Et c'est dans ce troisième cadre que Le Dernier Occupant se situe. Alors c'est amusant que vous disiez ça, parce que moi je ne l'ai pas du tout senti comme un roman policier. Bon, il faut dire que je n'ai pas beaucoup lu de romans policiers dans ma vie. Je l'ai pris comme un roman au sens le plus large du terme. Je repose ma question, qui est le dernier des occupants ? Alors, Le Dernier des Occupants est un monsieur qui a pratiquement 70 ans et qui habite avec son fils dans Lucas. Donc, lui s'appelle Georges Serpent, son fils s'appelle Lucas, et ils habitent tous les deux dans une cité qui s'est délabrée, une cité de Créteil, où il s'était installé, donc Le Dernier des Occupants s'était installé dans cette cité dans les années 1960 avec ses parents. Il venait d'un milieu populaire et il se souvient que lorsqu'il est arrivé dans cette cité, eh bien, il a considéré qu'il arrivait en Amérique, puisqu'il sortait d'un taudis de Ménilmontant, où il n'y avait pas l'eau, pas l'électricité. Et donc, quand il est arrivé dans cette cité qui venait de sortir de terre, eh bien, ses parents ont été émerveillés de trouver l'eau courante, le chauffage, une salle de bain, un salon, des chambres, où ils pouvaient loger leurs enfants. Et ce Georges Serpent est toujours resté dans cette cité, et il l'a vu se dégrader d'année en année. Il a vu les occupants partir progressivement et être remplacés par d'autres. Et malgré cela, il a décidé de rester, et il est le dernier des occupants, le dernier blanc, je dirais, de cette cité. Ouais. Alors, le roman commence extrêmement rapidement. C'était trois jeunes gens qui rentrent d'une soirée et qui rentrent à pied et qui sont agressés sauvagement par une bande pas de Français d'origine. Il faut bien les appeler par leur nom, et ça pourrait tourner au carnage. Or, Nathaniel est derrière et intervient avec, d'ailleurs, Lucas. Exactement. Donc, ce sont effectivement deux jeunes filles, je dirais, de la bourgeoisie bien pensante de Paris, qui rentrent d'une soirée. Elles sont du 7e vers le 16e. Exactement. Elles sont accompagnées par un jeune élève officier de réserve, un jeune élève officier de Saint-Cyr, et effectivement, ce qu'on appelle communément une bande de racailles leur tombe dessus. Donc, le jeune officier essaie de protéger les deux jeunes filles, mais il est tout seul et les autres ont rapidement le dessus. Et alors que ça tourne vraiment au carnage, effectivement, trois personnes arrivent. Nathaniel, un jeune garçon de 27 ans, fougueux et intrépide, accompagné de Georges Serpent et de son fils Lucas. Et les trois réussissent à mettre en fuite la bande qui avait attaqué les trois jeunes gens, et ils raccompagnent les deux jeunes filles et le jeune homme chez eux. Alors, on rentre dans une intrigue, il faut bien le dire, assez sinistre, dans lequel vous impliquez des hommes politiques. Vous ne refusez rien. Des choses effrayantes, dont des trafics d'enfants et comment est-ce qu'on dit, on abuse des enfants, des abus d'enfants. Mais ce qui est très, très, très joliment vu,
c'est le charme de chaque quartier de Paris. Vous avez vous-même beaucoup marché dans Paris ou vous avez Alors, j'ai beaucoup marché dans Paris et j'ai découvert, avant d'y aller, je l'ai découvert en le lisant, effectivement le quartier de Saint-Germain-de-Charonne, Oui. avec la rue Saint-Blaise, Oui. en lisant bien sûr Les 7 couleurs de Robert Brasillac, puisque je crois que Brasillac est le premier, peut-être d'ailleurs le seul écrivain à avoir parlé de ce quartier qui devait être absolument merveilleux dans les années 1930, qui a gardé son charme, qui s'est lui aussi délabré. Et effectivement, lorsque j'étais étudiant à Paris, je me suis beaucoup promené, aussi bien, je dirais, à Belleville, à Ménilmontant, que également à Saint-Germain-de-Charonne, dans ce petit îlot de verdure qui est la campagne à Paris, Port de Bagnolet, le quartier de la Mouzaïa, dans le 19e arrondissement, non loin d'une cité dont je parle dans le livre, la cité de la Place des Fêtes, qui, elle, n'est pas très réjouissante. Alors effectivement, connaissant bien ces quartiers, ce sont dans ces quartiers que j'ai situé l'intrigue du roman. Vous réussissez à créer une atmosphère de poésie tout à fait étonnante parce que vous êtes très sensible, encore une fois, aux atmosphères et vous les rendez très très bien. Alors, évidemment, tout n'est pas aussi calme que le quartier de Saint-Germain-de-Charonne et cette église qui est juste au-dessus d'un cimetière, et cimetière dans lequel sont enterrés les enfants de Malraux, Robert Brasillac et Maurice Barthèche. Et je conseille aux Parisiens d'y aller faire un tour, parce qu'il est bien joli. Mais votre livre est aussi une dénonciation de ces occupants, de cette nouvelle occupation qui, d'abord, chasse les anciens occupants et ensuite qui abîme et qui sont en totale opposition avec l'origine des quartiers. Quand vous parlez de Saint-Denis, vous avez des accents très, très tragiques. Oui, alors c'est vrai que ces quartiers, effectivement, ont beaucoup changé. Saint-Denis, voilà, avec la cathédrale, Saint-Ouen, qui effectivement était aussi une villégiature des rois de France. Donc effectivement, ces quartiers, tout l'Est parisien, a été totalement, je dirais, saccagé. Belleville, l'ancienne commune de Belleville, la commune de Charonne, qui, au début du XXe siècle, enfin à la fin du XIXe, au début du XXe, étaient encore, je dirais, des lieux populaires, des lieux simples, mais souvent des lieux de villégiature, des lieux campagnards. Et ces quartiers ont tout d'abord été, je dirais, saccagés par les bétonneurs et par les promoteurs, puis effectivement par les populations venues d'ailleurs qui s'y sont installées et qui, pour beaucoup d'entre elles, ont chassé les habitants d'origine. Vos personnages, d'ailleurs, sont en rupture avec la France. Le héros veut partir. Alors, effectivement, donc, suite à cette agression, bien évidemment, des liens se nouent entre le jeune Nathaniel et la très belle Coralie, parce que cette agression n'est pas fortuite. Il y a eu une raison, et donc la raison vous trouverez. Voilà, qu'on trouve à la fin du livre. Mais effectivement, ce jeune Nathaniel, je dirais un petit peu exaspéré de voir son quartier se délabrer jour après jour, mois après mois, année après année, finalement décide de renoncer et souhaite quitter la France. Et de partir. Et de partir. Et de partir en Serbie. Ce qu'il y a d'affreux, c'est que c'est la réalité. Beaucoup de jeunes baissent les bras et s'en vont. Tout à fait. Malheureusement, c'est une réalité que l'on trouve, voilà, je dirais, dans tous les milieux où effectivement on voit qu'un certain nombre de quartiers ont d'abord été désertés et puis après les quartiers, eh bien, je dirais, la boucle s'est élargie et d'un quartier, on peut passer ensuite à une ville, à un département et après à un pays et le quitter. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette réalité dont personne ne parle, sauf des journaux très mal pensants, bien sûr, que les hommes politiques absolument méprisent totalement, ou feignent de ne pas voir, cette réalité, elle est prise très à cœur par les jeunes. Je ne sais pas si vous avez lu déjà le journal d'Anne France. Et c'est assez étonnant parce que c'est un jeune aussi qui décrit la France qui se rétrécit. C'est une vieille dame enfermée. Enfin, c'est l'objet d'une autre émission, chers amis de TV Liberté. Donc, vous
vous pourrez l'écouter, mais c'est l'histoire d'une vieille Française qui va mourir dans un galetas sous les toits parce que personne ne s'occupe d'elle et à qui la sécurité sociale répond qu'on ne peut pas l'aider parce que la France a le monde à sauver. Mais ce qui m'étonne, c'est cette réaction d'écrivains, de véritables créateurs qui disent la vérité sur la situation. D'un côté, on a des journalistes qui nient, des hommes politiques qui nient, et de l'autre côté, des créateurs qui rappellent la vérité. Ça, alors, je pense que c'est une des qualités de cette collection qui a été lancée, c'est-à-dire ce sont des polars, mais je dirais métapolitiques, où effectivement il y a une intrigue policière, il y a des crimes, il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de la poésie, mais derrière, chaque auteur participant à cette collection est invité à essayer de faire passer un message, des idées. On n'écrit pas uniquement pour écrire, mais effectivement pour sensibiliser et pour souligner, pour marquer des faits qui sont souvent occultés. Pour dire le monde tel qu'il est. Pour décrire le monde tel qu'il est. Alors, vous allez signer votre livre, Thierry Bouclier, dans une grande fête du livre, dont vous êtes un peu à l'origine, qui s'appelle Lire dans les vignes, dans ce très beau château de Piquecaillou, qui est près de Bordeaux. Dites-nous en plus. Alors, écoutez, vous vous souvenez que nous avions fait ça il y a déjà 10 ans, je crois, ou 11 ans. Ça avait été une très belle journée, il avait fait un temps magnifique, effectivement, dans ce très beau vignoble bordelais. C'est vous qui êtes à l'origine, quand même, qui avez en quelque sorte le label. Hein, J'avais imaginé qu'il fallait que les salons du livre, c'était bien à Paris, mais qu'il fallait aussi qu'il y en ait sous d'autres cieux et d'autres arbres vous avez fait lire que les sous marronniers. Les pommiers, vous avez fait lire sous les pins, je crois. Et sous les pins et sous les palmiers. Et sous les palmiers. Et donc, dans les vignes à Bordeaux. Donc, effectivement, le dimanche 24 juin, il y aura toute une journée où des auteurs viendront dédicacer leurs ouvrages. Il y aura des conférences. Et si le temps de la partie, je pense que ce sera une journée très agréable, très festive. Donc, j'invite évidemment tous nos amis bordelais et tous nos amis du Sud-Ouest qui nous regardent à venir participer à cette journée qui devrait être mémorable. Alors, c'est le château de Piquecaillou est sur Mérignac. Sont déjà annoncés Reynald de Séchère, Gabriel Clusiel, Philippe Vigier, Alain de Peretti, vous-même bien sûr Thierry, Marion Sigaud, Stéphanie Bignon, Francis Bergeron, Anne Le Pape, Jean de Vigry, Albin Arguin et Béatrice Bourges. Donc, et Catherine Rouvier. Donc, des gens bien sympathiques, ma foi. J'y serai, bien sûr. Il y a une messe le matin. Alors, la messe est prévue effectivement à 10h30 sur place. À 10h30. Ensuite, et puis, sur place, dédicaces d'auteurs et conférences. Et puis, il faut tout de même dire que ce château appartient à la grande tribu des Calvets. Cette grande tribu dont est issu Don Gérard, le père abbé du Barou, qui nous a quittés il y a quelques années maintenant et qui fait l'objet le sujet plutôt d'une biographie tout à fait passionnante d'Yves Chiron. Est-ce qu'on prévoit une mise en valeur de Don Gérard? Alors tout à fait. L'origine, effectivement, l'idée est venue, effectivement, Don Gérard nous a quittés il y a 10 ans et Yves Chiron vient de sortir cette très belle biographie tout à fait complète qui lui est consacrée. Donc au début, nous avions souhaité la présence d'Yves Chiron qui malheureusement ne peut pas venir, mais bien évidemment la figure, le combat, la personnalité de Don Gérard seront évoqués d'une manière ou d'une autre pendant cette journée. Et même si... En tout cas, on trouvera son livre. On trouvera son livre, voilà. Même si Yves Chiron n'est pas là pour le dédicacer, son livre sera en vente et effectivement c'est une biographie magnifique, complète, très, très sensible, très, très documentée comme le sont, je dirais. Très, très documentée. Il y a une infinité de citations de Don Gérard, dont chacune vaut son pesant d'or. Ce qui est normal pour un moine ayant fait vœu de pauvreté, mais c'est quand même une vie à lire et à méditer. Alors, amis TV Liberté, si vous n'êtes pas bordelais, si vous habitez Lille, je comprends bien que vous ne veniez pas, mais faites de la publicité, téléphonez à vos amis qui habitent cette région et venez parce que ce sera une journée d'amitié
d'amitié française, comme disent toujours Jean Madiran et Bernard Anthony. Merci beaucoup Thierry Bouclier et bravo encore une fois pour le dernier des occupants, parce que vous m'avez passionné toute une soirée et j'ai trouvé beaucoup de charme et de force dans votre livre, et vos héros sont extrêmement sympathiques et nobles. Donc pour tout cela, merci. Merci, oui, merci. Amis de TV Liberté, à la semaine prochaine.